laquelle je suis content que tu es venu cet après-midi, parce qu'encore j'ai découvert il y a quelques jours ton ouvrage où je me suis plu, surtout dans le style littéraire. Ah. Parce qu'encore une fois, là aussi il y a un certain rythme, mais pour oublier un petit peu le style littéraire, c'est surtout le fond du sujet qui m'a, je vais dire, très surpris. Tu ne cites ton héros que une ou deux fois, Jean. Effectivement. C'est pas courant, mais ce gars, je vais dire, a dû avoir de solides sandales, parce que le sable est chaud où il va aller. Il faut oser. Tu as raison, tu as raison. Il voyage beaucoup. Il voyage beaucoup, mais le sujet qu'il va aborder, l'enquête qu'il va mener, il faut savoir où il va mettre les pieds, quoi. Parlons un petit peu de ce Johannes qui a disparu. Voilà, tu remarqueras d'ailleurs qu'entre Johannes et Jean, il y a évidemment une proximité de prénom qui est intéressante à observer. Johannes est donc un diplomate des Nations Unies, enfin c'est un agent, un représentant des Nations Unies hollandais. D'accord. Je voulais donner une dimension plus internationale à ce personnage. Il est là comme représentant d'une organisation multilatérale ou internationale, et c'est important parce que ça fait partie du mystère de sa mort. Donc ce diplomate a été tué de manière assez cruelle ou insistante, et donc une enquête rapide menée par les autorités marocaines ont abouti à un constat qui est un peu général, qui consiste à dire c'est un drogué qui a réussi à se faufiler dans la villa, quand bien même elle était protégée par des barreaux. Et donc voilà. Dans le temps, tu as une époque bien précise? Oui, ça se situe en 2005, qui était d'ailleurs l'époque de mon propre séjour au Maroc, comme délégué Wallonie-Bruxelles. Et il est vrai que... on était après l'affaire Oufkir à ce moment-là. Oui, très largement. L'affaire Oufkir, c'est 1972, 72. Oui, très largement. Ici, nous sommes en 2005. C'est vrai que tu as raison de citer l'affaire Oufkir. Malika et la maman ont écrit d'ailleurs sur tout à fait. Ce qu'ils ont découvert à l'époque. Mais c'est pour situer un petit peu l'ambiance qu'il y avait. Ce qui est, si tu veux, significatif de cette époque-là précisément, c'est quelque chose qui est évoqué dans le roman et qui est l'instance équité et réconciliation, qui est donc le lieu ou l'endroit où Mohamed VI, le fils de Hassan II, a admis que les personnes qui avaient des choses à dire sur les crimes ou les détentions arbitraires qu'ils avaient connues à l'époque de son père puissent s'exprimer. Voilà. Et donc cette IER, Instance, Équité et Réconciliation, est contemporaine de ce qui se passe dans le livre. C'est ça un petit peu que j'aimais bien pour les personnes qui vont nous écouter, c'est de situer un peu l'époque, donc aux environs de 2005. Exactement. Donc c'est en 2000 que le roi Mohamed VI a pris le pouvoir, et très rapidement, il a mis en place des instances pour faire la lumière, si besoin était, sur la période qu'on a appelée les années de plomb, qui ont marqué les dernières années du régime de son père Hassan II, qui avait des qualités par ailleurs de vision pour son pays, mais qui était d'un arbitraire terrible et qui n'admettait aucune espèce de confrontation démocratique. Il ne concevait ça que de manière très violente. Il l'a prouvé à propos d'opposants qui ont été tués. Il y a quelques exemples célèbres dont nous nous souvenons tous. Alors, au niveau du récit, évidemment, donc, Johannes est assassiné dans sa villa, et nous allons découvrir que Jean n'a pas une mission officielle, tout compte fait. Non, c'est une mission discrète, c'est une mission que les Nations Unies ont demandé à un Belge de suivre, et non pas un Français, de manière à décaler un peu et à rendre son enquête encore plus facile en quelque sorte. Et donc il arrive là comme attaché linguistique. D'accord. Alors il peut se débrouiller pour tout ce qui touche à la langue française et à sa promotion, mais le vrai but de sa mission, c'est d'éclaircir le crime et de tenter de découvrir s'il n'y a pas malgré tout, au-delà de ce geste déséquilibré, des raisons plus politiques. Il était déjà du pays ou bien c'est sa première mission dans le pays?
Alors sans doute le connaît-il un peu, D'accord. mais il est surtout aidé par une dame, Une journaliste, une photographe. journaliste, photographe, hein, dont on lui donne le nom en disant écoutez, faites votre travail, on va vous donner ce seul indice d'une dame qui, elle, a connu D'accord. Johannes. Comment l'a-t-elle connu? Ben ça c'est on n'en l'histoire, sait rien, il ne faut mais pas trop dévoiler. voilà, mais on va attendre, lire un peu et savoir Oui. au bout de la lecture ce qu'il en est. Et ce contact s'établit donc. Jean arrive à Rabat, il est là dans une réunion d'attachés linguistiques nouveaux, et il rencontre Aïcha qui est au courant de son arrivée. Et donc voilà, elle va accepter, pour des raisons qu'il faudra aussi découvrir au fil de la lecture. Elle va être très prudente aussi, elle va être très prudente. Elle va être très prudente, Ouais. et parfois même un peu énigmatique. Oui, ou froide. Oui. Ou froide. Mais n'empêche, elle va dire à Jean, écoutez, moi je vous suggère de voir tel milieu, de voir tel autre milieu, et de vous faire une idée du pays, et de voir un peu si, questionnant les personnes que vous allez rencontrer grâce à moi, vous allez trouver des indices que moi-même, je n'ai pas encore perçus. Vous amenez dans cette enquête un regard neuf, mais qui peut m'intéresser aussi. Voilà un peu comment les choses se passent, avec donc une certaine ambiguïté dans l'intérêt que Aïcha peut porter à cette enquête. Alors moi j'aime bien, c'est un petit peu, donc tu viens de parler d'un premier personnage, après Jean, bon, après même un troisième, parce qu'il y a eu Johannes, il y a eu Jean, il y a eu Aïcha, mais alors c'est la façon dont tu présentes les personnages, ils ne sont pas lancés comme ça, ils sont décrits, ils sont décortiqués, ils sont expliqués. Quand tu parles de Jacques, quand Oui. tu parles de son épouse, on voit un couple incroyable là. Mais surtout, le Jacques un peu nerveux, petit et gringalet, si j'ai bonne mémoire. Voilà, tout à fait. Et son épouse qui est attachante, si pas collante, quoi. Oui, mais absolument. C'est un couple que tu as déjà croisé sur place, ou bien c'est tout à Alors, fait... effectivement, dans des personnages, et a fortiori ces personnages secondaires, je restitue des personnages. Alors, c'est pas forcément l'homme et la femme Non, non. en la réalité, mais Il j'en fallait les fais un accoler, couple. quoi. J'en fais un couple alors que c'est des personnes qui étaient peut-être distantes l'une de l'autre. Mhm. Mais tu as raison de dire que... Tu en fais des personnages hauts en couleur. Voilà, voilà, il faut tenter, je crois, dans un roman, de ne pas passer de manière trop rudimentaire sur les personnages secondaires. Il faut leur donner une certaine couleur, une certaine Mais silhouette. ce qui est amusant, c'est que régulièrement, quand ils vont revenir dans le récit, c'est chaque fois, je veux dire, des bulles qui reviennent, quoi. Parce qu'encore une fois, tu as chaque fois je veux dire, une spiture. Chaque fois que le personnage réapparaît, il réapparaît avec ses caractéristiques premières, quoi. Tout à fait. Et ça, je veux Tout dire, à c'est fait. ce qui tient Une aussi. certaine manière de s'exprimer, Oui, une certaine manière de se tenir dans les réunions où on les rencontre, qui leur donne une silhouette et qui les constitue en quelque sorte. Même si, alors évidemment, ce Jacques et cette Isabelle qui est sa femme portent un message qui est celui des expatriés voilà. nostalgiques de l'époque coloniale. Hein, ils se retrouvent entre eux, ils ont une association qui les réunit, dans laquelle d'ailleurs à un moment donné ils songent à intégrer Jean. Lui-même n'est pas enthousiaste devant cette assemblée parce que sa mission n'est pas de se cantonner aux expatriés, donc il n'a pas envie de se laisser manger par cette sollicitation, mais donc Jacques porte ce discours, là pour le coup assez français, il faut le dire. Un peu caporal-chef ou adjudant-chef, mais il a un surnom qui m'échappe aussi. Oui, qui est commandant, en fait. Oui, oui, voilà. Donc, oui, mais est-ce qu'il n'a pas un autre surnom aussi? Alors moi je l'ai appelé Jacques le Fluet. Voilà. Mais ça rejoint ce que tu disais à l'instant, c'est un peu un gringalet comme ça, un peu nerveux. Et en tout cas, il est toujours en train de vouloir s'affirmer. Voilà, exactement. Et aussi au sein même de cette association discrète de réaffirmer assez régulièrement sa puissance, oui. Je dirais même sa toute-puissance. Mais comment ces gens sont perçus par les locaux? Alors, parce que c'est une époque passée, tout compte fait. Oui, mais dont ils veulent, au moins entre eux, revivre l'ainsi nommée munificence, qui n'en était peut-être pas une, mais enfin, bon, on sait que les colons ont vécu d'une certaine manière, et à travers
notamment leur attachement à l'épopée, par ailleurs tout à fait héroïque, des premiers aviateurs qui conduisaient les courriers. Mermoz et tout ça. Voilà. Donc il se complaise dans ce regard vers l'arrière voilà. Nostalgique, et donc ça forme un milieu assez fermé qui n'allume pas de s'adresser à des autochtones pour tenter de les joindre à eux. Mais alors il reforme avec eux un lien social qui est celui de l'assujettissement. Voilà. Tu vois? Et alors ils sont... et après tout, il se trouve peut-être des Maghrébins pour avoir la même nostalgie et accepter cette suggestion par rapport aux colons. D'accord. Et donc cette tendance existe, et alors j'essaie de réfléchir, en même temps que le lecteur, est-ce qu'il y aurait là un milieu qui aurait eu intérêt à faire disparaître Johannes? Voilà. Voilà. Et donc voilà, on réfléchit à ça, et de ville en ville, des détails apparaissent qui tantôt semblent confirmer cette hypothèse, ou tantôt au contraire semblent amener Jean à s'en détourner en disant quand non, tu dis de ville en ville ou de salon en salon, parce que chaque fois c'est une intégration qui se fait lors d'un cocktail ou lors d'une exposition ou dans ce genre de manifestation. C'est la dimension culturelle qui permet à Jean, qui donc rappelons-le est là comme attaché culturel ou attaché linguistique, donc il a naturellement sa place dans les événements où on parle français et où on évoque la culture des uns et des autres. Mais certains personnages l'ont à l'œil quand même, seulement qui il est. Oui, oui, c'est Est-ce qu'il se doute, ces personnages-là, de son rôle éventuel? Ben, il reste un petit peu dans l'expectative parce qu'il pose des questions malgré tout. Voilà, voilà. Et alors cette présence d'Aïcha à ses côtés est quand même peu troublée. Oui. Et donc de ville en ville, certains effectivement sont troublés par sa présence, d'abord parce qu'elle est neuve, après tout il vient d'arriver. Et là, le voilà d'emblée dans des cercles, alors où on l'accepte bien volontiers. Après tout, c'est un Belge, il est occidental, il est dans les vernissages d'expositions de peinture, personne n'est choqué. Et en même temps, il est peut-être là un peu trop systématiquement, et donc il peut soulever un questionnement. De quelle maladie des yeux souffre-t-il? Parce qu'il y a bien souvent des fixations sensuelles. Ben voilà. Ça, il est certain qu'un décolleté, par exemple... Voilà. Ce n'est pas une maladie des yeux, ça. C'est pas non plus une maladie, d'ailleurs, quand on y réfléchit bien, mais il est effectivement sensible à des détails physiques qui le frappent et qui l'émeuvent. Est-ce que ça sous-entend que tu souffres de la même maladie? Alors, un écrivain est évidemment toujours un tout petit peu dans ses livres. Hein. D'accord. Donc, peut-être que je suis moi aussi, mais comme toi, sans doute, sensible à la beauté des choses hein, et des êtres. Surtout et aux formes. Et aux formes, et aux silhouettes, tout à fait. À la manière de marcher en rue. C'est François Truffaut, le cinéaste, qui a écrit un livre, L'homme qui aimait les femmes, où il parle de ces femmes qui marchent en rue et dont les jambes sont des compas. Donc on peut être sensible à ça sans être pour autant ni violent, ni harcelant, ni incommodant, ni importunant. Donc c'est simplement une manière d'être sensible à la beauté des corps, disons-le comme ça, ou même des intelligences ou des originalités. Mais là c'est beau aussi, parce que tout au long du récit, régulièrement il y a cette chute du regard qui tombe, et ce qu'on va remarquer c'est l'acceptation de l'autre, du regard porté. Et là dans l'écriture, c'est la discrétion qui se développe à petits pas. Et je veux dire, c'est bien dosé. Oui, enfin, effectivement, il y a... Parce que les gens remarquent qu'il a des yeux toujours sur cette fille. Oui, oui, oui. Et tu sais, une djellaba, qui est donc le vêtement dont les femmes se couvrent au Maroc, souvent, pas toujours, mais souvent... Les hommes aussi. Oui, mais enfin là, on est peut-être moins sensible aux formes qu'elle suggère, n'est-ce pas? Donc, une djellaba est un vêtement qui, en fait, contient une bonne part d'érotisme, si on y réfléchit bien.
Et puis pas seulement ça, tu fais bien de parler de ça parce qu'il y a des scènes, que ce soit sur un café à Tanger, placé sur la falaise, Mhm. et où Ou accroupi près du feu. voilà, voilà. Donc quand on grimpe sur une falaise, forcément Oui, le corps se oui. tend et Là, ça peut attirer le regard. tu es un artiste peintre? Non, parce que tu as l'air de bien décrire un petit peu Voilà, ben moi je ne suis pas peintre, je ne suis pas dessinateur, mais je suis sans doute quelqu'un sensible. d'assez visuel D'accord. finalement dans son écriture. Mhm. Donc je pense être capable de restituer une vision à travers les mots que j'emploie. Alors on évolue un peu dans le récit et c'est vrai que Jean va découvrir, mais va se méfier ou va parfois rentrer par la petite porte ou la grande porte dans des cercles très fermés. Comment cela se passe-t-il? Parce que Alors, ces cercles sont très fermés. on en a déjà évoqué un de ces Oui. cercles qui est donc l'assistance discrète, qui est donc le lieu de ces nostalgiques de Mhm. l'ancien. Mais alors il va aussi dans d'autres cercles qui sont des cercles résolument locaux, qui sont des comités de quartier et qui sont des animateurs de quelque chose qui est fort développé au Maroc, qui est la vie associative et ce qu'on pourrait appeler la société civile, Mhm. qui vit donc en marge du pouvoir politique et qui a toute une existence dans la formation, dans le contact avec les jeunes et dans le souci de les amener à ce que j'ai appelé une vie meilleure, entre guillemets, que Mhm. ce soit par l'écriture, euh, l'apprentissage de l'expression orale, euh, la capacité et l'estime de soi à travers une expression politique rudimentaire, mais néanmoins solide dans ces quartiers. Donc tout ça, j'ai bien connu Mhm. à l'époque où j'étais délégué Wallonie-Bruxelles au Maroc. Donc j'en parle, je crois, avec une certaine crédibilité. Et c'est un petit peu ça aussi qui est, tout compte fait, l'enquête, c'est que Jean est intégré dans ces cercles-là, non pas sous forme d'un enquêteur dont on veut livrer des choses, mais d'une personne que l'on invite à découvrir ce qu'est cette société, Tout à ce fait, qu'est la vie au niveau local. tout à fait, Donc on ne lui montre pas des faits, mais on lui montre comment les gens vivent tout à à cette fait. époque et à ce Et c'est moment. vrai dans plusieurs villes Oui. que j'en traverse, donc tu as bien vu ça. Euh, C'est pas un fouineur, il ne cherche pas. non, Il non, s'imprègne il se plutôt. laisse porter par des Voilà. rencontres dans lesquelles il s'intègre assez bien, mais sans oublier pour autant son enquête, c'est-à-dire que quand même il doit, quand il rencontre ses militants, ses activistes, comme je l'appelle, il doit quand même se poser la question. Et donc là, il y a malgré tout une certaine duplicité. Il doit quand même se poser la question, est-ce que ces personnes seraient, le cas échéant, susceptibles d'avoir Mais c'est un manipulateur un peu. souhaité la mort Oui. de Johannes ou pas? Mais c'est un manipulateur parce qu'en général, il essaye de s'en faire des alliés pour Oui, que eux viennent alors parler et exactement. se confier, Il quoi. pose des questions quand Oui, même. oui. Hein. Avez-vous connu Johannes? Ça oui. Qu'en avez-vous pensé? Pensez-vous que dans ce monde qui est celui que vous fréquentez, quelqu'un aurait pu, et donc là j'évoque des extrémistes, n'oublions pas que, en tout cas, disons que Johannes est chrétien, qu'il est ce qu'on pourrait appeler un chrétien progressiste, ça veut dire qu'il est favorable à la cause des migrants, il souhaiterait que ces migrants vivent mieux et ne soient pas obligés d'attendre inlassablement dans une forêt à proximité de Tanger, qu'une barque les conduise à bon port. Donc il a ce souci-là, et en plus comme représentant des Nations Unies, il avait de fait cette préoccupation sur le plan professionnel. Donc tout ça, ce sont des engagements euh, qui auraient pu, le cas échéant, conduire l'un ou l'autre à vouloir sa perte. Mhm. Et notamment, il y a des extrémistes au Maroc, comme partout, qui croient que le monde est divisé entre blancs Mhm. et colorés, je dirais, et donc hein, qui sont partisans de cette thèse qu'on appelle parfois décoloniale, qui consiste à dresser les personnes selon la couleur de leur peau les unes contre les autres, alors que ça ne repose pas sur des convictions réelles. Et donc une personne
tenante de cette idéologie aurait très bien pu dire Johannes est un Hollandais, il défend, mais tel qu'il est, je souhaite sa disparition. Donc, et il évoque cette hypothèse. Elle est dans sa tête et il va pousser jusqu'au bout l'analyse de cette hypothèse. Il va l'étudier sérieusement. Mais il va découvrir aussi, et il va s'approcher de personnages troubles. Or, quand je parle de personnages troubles, on découvre que ce sont des personnages un peu bizarres, ou un but de leur personne, ils ont une position sociale, mais on comprend un petit peu pourquoi ils sont troubles. Je parle du médecin. Le médecin est le père d'un enfant handicapé. Exactement. Et cet homme a été amené aussi à intégrer un de ces groupes, parce qu'en retour, ce groupe va s'occuper de l'enfant. Voilà, tu as bien vu ça, c'est tout à fait vrai. Et donc ça introduit, si tu veux, le moins de manichéisme possible dans le jugement des cercles dont on parle. Voilà. Que ce soit les animateurs de comités de quartier, où ils découvrent, malgré toute la beauté de leurs gestes ou de leurs convictions, aussi des tempéraments un petit peu désagréables. De la même manière, au sein de l'assistance discrète, il va trouver Mourad, un médecin qui, tout en étant membre de cette assistance discrète, révélera d'abord des qualités personnelles que Johannes lui-même avait perçues, puisque c'est à lui qu'il remet un texte très révélateur sur qui il est. Mais en plus, comme tu dis, il y a un mouvement caritatif qui n'a pas de valeur politique, mais qui est néanmoins bien utile à Mourad pour tenter de faire vivre au mieux possible son fils handicapé. Et donc, je suis content que tu évoques cet aspect parce que donc je n'ai pas voulu faire un roman trop simpliste dans son déroulement. Je voulais que dans chaque milieu rencontré, on trouve des éléments qui introduisent une petite faille dans le jugement de valeur global qu'on peut porter sur eux, que ce soit vis-à-vis de la société civile, qui n'est pas toujours mirobolante dans les attitudes personnelles de leurs membres, ni dans l'assistance discrète qui révèle, ça et là, des personnes qui ont de la valeur. Ça me fait penser maintenant, tout en parlant, cette corde tendue vers le haut, où tous les mètres, il y a un gros nœud. Donc c'est-à-dire on suit le fil de l'idée, puis à un moment donné on se pose sur le nœud, on se pose dans un village, dans une réunion, on se pose à côté d'un personnage, et là tu développes. Et c'est ça, je vais dire, qui donne le rythme aussi à l'ouvrage, c'est que il y a toujours l'événement, il y a la description de l'événement, et puis on rentre dans le dialogue, qui est le BABA de l'écriture malgré tout. Et là, je veux dire, c'est posé, c'est rythmé. Oui. Mais tu as eu un plan au départ pour ça? Alors je devrais y réfléchir, voir un peu. Je savais en tout cas qu'il y aurait des voyages d'une ville à l'autre, puisque somme toute le départ de l'écriture a été quand même la mise en place de souvenirs précis que j'avais. Par exemple, à l'Hoceima, il y a eu un séisme là, il y a eu un tremblement de terre en 2006. Je suis allé à l'Hoceima à l'occasion du tremblement de terre. Tu sais que la plupart de nos personnes d'origine marocaine en Belgique viennent du Rif, et notamment de Al Hoceima, et de Berkane, et de Nador. Et donc, comme diplomate belge, j'étais bien sûr attentif à me rendre dès que possible dans cette région pour voir ce que je pouvais faire pour les aider dans le domaine qui était le mien, qui n'était pas en première ligne, mais quand même, culturellement, on pouvait soutenir le moral, notamment de ces populations, en les rencontrant et en s'enquérant des difficultés. Et donc voilà typiquement quelques souvenirs personnels qui ont en quelque sorte alimenté le roman. Et voilà, il y a d'autres personnages. On parle de l'ambassadrice, voilà, j'allais y Carmen. venir. Carmen, hein, qui a aussi une silhouette, assurément, qui rougit vite, donc dès qu'elle est très émue pour une raison ou pour une autre, son visage rougit. Mais elle a quelques belles attitudes. Tout à fait. Et notamment, un personnage très discret qui revient très rarement, mais qui a un rôle très important. Voilà, absolument. Alors dès le début, on n'en a pas encore parlé jusqu'à présent, mais on n'en reparle qu'en fin de bouquin, alors que le titre parle de lui.
Tu as visité cette sinistre prison. Je l'ai visitée, je la décris, Oui. sans insister, mais quand même avec ces 3 salles successives. J'ai été voir sur Ah Google, bon, Google voilà. Images. Oui, C'est oui, impressionnant. oui, 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 c'est un vrai pénitencier Tout avec à fait. des tours, des miradors. Alors maintenant, ce n'est plus un pénitencier, mais ça l'a été. Et je crois que ça ne devait pas être une partie de plaisir que d'y être enfermé en plein soleil Tu l'as comme visité ça. en quelle année? Ben, je l'ai visité. Alors curieusement, je l'ai visité après coup. Donc je l'ai visité alors que je n'étais plus au Maroc. D'accord. Mais j'ai été visité parce que ça peut faire l'objet d'un tour, appelons-le touristique, Mhm. et où Agdès apparaît comme une ville qui est sur la route D'accord. entre Ouarzazate et Zagora. Et alors ça me permet de dire, et on n'a pas encore dit non plus, que le récit est aussi rythmé par la restitution par Rachid de sa détention. Donc il est entouré de gens qui pensent comme lui, Oui. qui sont des détenus politiques. Et comment faire pour garder le moral? Comment on garde le moral quand on est emprisonné pour des années dans un lieu qui est damé, enfin de la terre, le soleil qui tape, rien ne se passe, on ne peut pas faire grand-chose là. Et donc se nouent entre eux des relations qui s'apparentent finalement à des rituels. La bougie qui passe de l'un à l'autre le soir, il n'y a qu'une bougie, mais dès le moment où tu la fais circuler de l'un à l'autre autour d'une assistance qui se réunit en cercle, le moral est en quelque sorte consolidé par ce type de rituel. Et tu l'as remarqué certainement, donc à 3 reprises, Rachid intervient là-dessus. Il le fait notamment vis-à-vis des migrants qui sont rassemblés au bord de la mer. Dont on ne parle qu'en fin de récit. Tout à fait. Donc tu rentres à nouveau dans l'actualité. Voilà. Et on va ainsi, à plusieurs reprises, Rachid va s'exprimer, notamment lors de la visite du pénitencier, en disant au fond, voilà, j'étais assis ici avec Abraham Serfati, avec Abdelatif Lahabi, qui sont des personnages qui ont réellement existé. Et le poète Abdelatif Lahabi a passé de nombreuses années en prison. Abraham Serfati c'était 2 animateurs de la revue Souffle, au pluriel, Souffle avec S, qui était une revue culturelle portée par ces activistes. On va sur Internet, on voit leur visage. Exactement. C'est très amusant. On voit leur visage et je crois même qu'on peut retrouver des facsimilés, oui. quand on cherche bien, des facsimilés de la revue, qui étaient des revues de haute qualité intellectuelle et culturelle, notamment des poèmes. Abdelatif Lahabi a fait son chemin entre-temps, mais tout ça a été un moment extrêmement créatif. On est en prison, on est à quelques-uns et on cherche à subsister à travers la création poétique. J'évoque ça sans pouvoir développer trop, mais voilà, ça fait partie de ce que j'ai moi-même ressenti en allant vivre là-bas pendant 4 ans, ce qui a été mon cas. Parce que je trouve amusant aussi, l'ouvrage sort, il n'est pas encore chez les libraires, qu'il se trouve déjà là-bas, parce que tu es en voyage à cette époque-là là-bas. Oui, c'est vrai. Alors, comment ça se passe? Tu arrives, Eh comment bien, vont-ils, tes premiers lecteurs là-bas? Qu'est-ce qu'ils ressentent? En fait, j'étais en Tunisie, je n'étais pas au Maroc, Non, mais non. il y a une dimension maghrébine dans Tout le à fait. livre qui est évidemment de nature à intéresser les Tunisiens. Et donc j'ai été présenté dans une librairie de Tunis par une dame que je connaissais, dont je pouvais deviner une certaine sympathie pour ce qui est raconté dans le livre. Et effectivement, j'ai à un moment donné craint que les Tunisiens ne se sentent pas à l'aise dans un récit qui a lieu au Maroc, mais ce n'est pas le cas. Donc il y a eu une vraie adhésion à cette histoire. Alors il est un peu tôt pour savoir ce qu'ils en ont pensé, mais j'avais l'impression qu'il y avait une accroche favorable à cette histoire, d'autant plus que la Tunisie a eu sa période dictatoriale aussi, et que un personnage dont j'ai parlé dans mon précédent roman, qui s'appelait, comme tu le sais, L'avenue La Casbah, j'ai notamment parlé de Gilbert Nakache, qui était exactement dans la position d'Abdelatif Lahabi et d'Abraham Serfati, donc une capacité d'analyse de la situation politique, mêlée à une disposition à la poésie et à l'abstraction
qui était très remarquable. Donc tout ça fait partie d'une génération. On pourrait dire que c'est une génération malgré tout, parce que est-ce que de pareils personnages existent aujourd'hui? Peut-être, mais en tout cas, on ne les connaît pas aussi bien. Ces personnes-là ont marqué leur peuple, la période où ils ont vécu, et ça me touche d'en parler, si tu veux. Parce qu'il y a des intellectuels castards. On en a rencontré un dernièrement à la maison commune, Armel. Tout à fait. Mourad Armel. Quand il vient de publier encore un post où il se montre chez lui, sous un tableau extraordinaire, je ne sais pas oui, si tu... oui. Faut oser, hein. Tout à fait. Faut oser, hein. Mais oui, tu as raison. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui sont ouverts. Et qui sont courageux. Qui sont courageux. Et qui ils se montrent tels qu'ils sont, sans se conformer à l'image collectivement admise. D'accord. Tu as raison de remarquer ça. Et donc ça voudrait dire que de nouveaux Lahabis, de nouveaux Nakash peuvent voir le jour et former une sorte de réconfort par rapport à la situation que nous connaissons, qui est quand même par ailleurs déprimante. Or, tu connais un petit peu ma lenteur dans la lecture. Là, je n'ai pas pu le lâcher parce qu'encore une fois, c'est la construction littéraire qui fait qu'on avance, mais tu as l'air de terminer le chapitre, de recommencer autre chose, ou c'est un tremplin. C'est à croire que le point final du chapitre précédent est un tremplin pour aller directement sur le suivant. Et j'ai évolué dans le récit comme ça jusqu'à la fin. On en a dit que pas grand-chose. Il y a mille et une choses à nouveau, comme mille et une nuits qui vont s'offrir à nous, mais il y a beaucoup de choses à découvrir, et je dois dire, on ne peut que suggérer d'aller voir les libraires, de leur faire découvrir l'ouvrage, parce qu'en général, il y a des libraires qui ne l'ont pas encore, mais de leur dire qu'aux éditions Méo, ils trouveront donc cet ouvrage que nous recommandons. Absolument, et donc des librairies vont sans doute le prendre en dépôt et le proposer aux lecteurs potentiels. Ce sera vrai à Bruxelles, mais ce sera vrai au Maroc aussi dans les prochaines semaines. Et donc c'est une des dimensions de ce livre que de créer un pont entre, puisque nous savons qu'un grand nombre de personnes d'origine marocaine vivent ici, eux aussi peuvent y trouver intérêt. Les Belges bien sûr, parce qu'il y a une sympathie qui existe et que beaucoup d'entre eux ont voyagé au Maroc et donc sont familiers des lieux dont je parle. Et puis les Marocains eux-mêmes qui vont trouver un Belge qui connaît pas mal leur pays quand même. Tout à fait. C'est vrai. Eh bien voilà, Daniel, je te remercie beaucoup. À moi de te remercier. On a fait le tour, mais pas suffisamment, mais il faut titiller nos lecteurs à aller le découvrir par eux-mêmes. Absolument, et je te remercie pour ces bonnes questions. Pas de souci, au plaisir. Au plaisir. Et encore à bientôt en librairie sûrement pour les dédicaces. Merci à toi, merci à toi.